Bon, bonjour à tous, je vais essayer en 15 minutes et sans renier mon temps de vous présenter quelques éléments du fonctionnement des rivières en général, mais en faisant un focus à chaque fois sur des exemples comtois et vous expliquer un petit peu dans quelle situation on est aujourd'hui dans ces systèmes. Alors, tout d'abord, les cours d'eau, depuis la présence de l'homme sur Terre, sont sous contraintes anthropiques fortes. Et ces contraintes anthropiques ont commencé dès l'âge de pierre, en fait. L'usage des rivières a été très fort. Je vais focaliser sur les 200 dernières années. Donc là, je vous donne un exemple du travail de reconstruction cartographique qui a été fait sur le Rhône, en amont de Lyon, donc depuis 1847. Vous voyez, c'était une rivière en tresse qui a subi un premier endiguement submersible le long du chenal majeur autour des années 1850, donc ça ne remonte pas à hier. Puis la construction d'une usine hydroélectrique et du canal de Jonage que vous voyez au sud. Et enfin, un autre barrage qui était là pour empêcher qu'il y ait trop d'eau qui aille dans le canal de Miribel pour contrôler l'arrivée, un débit constant dans le canal de Jonage afin de préserver le fonctionnement continu de l'usine hydroélectrique de Cusset. Usine hydroélectrique qui est quand même très vieille, donc ça vaut le coup. Alors vous aurez peut-être peu de chance de la voir, mais c'est une usine qui a 120 ans et que j'ai visitée personnellement et c'est assez impressionnant. Ensuite, dans les années 70, on a commencé à extraire de granulats, d'une part dans la plaine d'inondation, mais aussi dans le chenal, dans le lit mineur du canal de Miribel, parce que forcément, il y a un certain nombre de granulats qui allaient là-bas dedans, ce qui a provoqué des érosions massives de la plaine alluviale dans les années 90, au moment de la grande crue centennale de 90, crue qui a mis en péril carrément la ville de Vaux-en-Velin. Personne ne l'a crié sous les toits, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis un veto à toute extraction de granulats en lit mineur. Juste pour vous rappeler qu'une chose, c'est que je me suis retrouvée en Haute-Saône il y a 3 mois, où les élus ont, sans faillir, dit pourquoi on ne recommence pas l'extraction en lit mineur, parce que c'était pratique, et puis de toute façon, on l'a tout le temps fait. Ils confondent quand même l'extraction d'une pelletée de sable pour faire son mur de maison et l'extraction d'extracteurs de granulats. On ne joue vraiment pas dans le même cours. Alors, le cas du Doubs. Il ne faut pas que je me mette derrière le rideau, sinon on ne me voit pas. Alors, le cas du Doubs. Donc, le Doubs, avant 1854, c'était un chenal mobile, plutôt anastomose, tressage, enfin tressage puis anastomose. Donc, ça veut dire qu'il y avait une charge de fond importante. Donc, le lit avait tendance à s'exhausser. Donc, le lit utilisait sa plaine alluviale tranquillement. En 1830, il y a eu la construction du canal Rhin-Rhône qui a probablement conduit à un début d'incision du lit du Doubs. Et entre 1854 et 1910, on a mis 100 km de digues le long du Doubs. On a perdu 16% du linéaire, c'est énorme. Donc 15 km de cours d'eau, ce qui fait que ça, vous imaginez, si un cours d'eau qui sinue dans sa plaine, si vous le rendez rectiligne, eh bien le cours d'eau, pour dissiper, s'il ne peut pas dissiper son énergie latéralement, il va la dissiper verticalement, donc il va s'inciser. Donc il y a eu une incision massive qui a été estimée à 2,8 mètres au pont de Chaussin, c'est pas rien, ça fait presque 3 mètres de haut. Et à partir des années 50, on a en plus extrait massivement des granulats dans le lit mineur, donc plus de 10 millions de tonnes, ce qui a entraîné ça aussi, une incision de 0,4 à 2 mètres suivant les secteurs. Bien sûr, ça a entraîné la déstabilisation des ouvrages sur la rivière, bien sûr payé par le contribuable. Et quand on sait que les extracteurs avaient largement dépassé les seuils d'extraction autorisés, on se dit que ce n'est pas les casseurs qui ont payé les dégâts. Voilà. Bien sûr, ça a déstabilisé les digues et les protections de berges. Et ça a déconnecté, puisque je suis spécialiste des zones humides, ça a déconnecté la majorité des zones humides du lit mineur, c'est-à-dire que le lit mineur n'envahissait plus de manière normale les zones humides. Donc, en fait, ces zones humides se sont mis à dysfonctionner à partir de cette époque-là. Et surtout, il n'y a plus de création de zones humides à partir de cette époque-là. Depuis cette époque-là, on a eu de la chance. Bien sûr, il y a eu probablement un enfoncement significatif de la nappe d'accompagnement de la rivière et la mort des ripisylves en bordure de cours d'eau. Personne ne s'en souvient, mais c'est sûr, les ripisylves sont mortes. Donc, quand vous ne perdez pas 5 mètres de profondeur de nappe, de profondeur de cours d'eau, sans que la nappe d'accompagnement ne s'enfonce pas de 5 mètres aussi. Donc, il y a eu forcément des morts massives d'arbres alluviaux. D'ailleurs, il n'y a plus de forêt alluviale le long du Doubs. Entre 87 et 97, on a de la chance. Le Doubs récupère toujours des granulats, donc son lit se réexhauste tout doucement. Et depuis 97, on a une reprise timide de la dynamique latérale du cours d'eau. Alors, un exemple sur le site de Longe-Pierre. Donc, tout ce que vous voyez en bleu, c'est le lit actuel.
Et tout ce que vous voyez en orange et en rouge, c'est comment le lit était il y a 150 ans. Vous voyez, le lit divaguait largement. Et depuis 20 ans, une vingtaine d'années, le lit ne bouge plus. Il est ce qu'on appelle fixé. Alors, deuxième impact fort sur la rivière, c'est l'impact de l'utilisation des nutriments azotés et phosphorés. Donc ici, ce que je vous présente, c'est les résultats de carottes de sédiments qu'on a prélevées dans 6 zones humides de l'Ain, de la Loue et du Doubs. Donc vous voyez, les couleurs correspondent aux rivières. Et plus vous allez vers la droite sur chaque graphique, plus vous allez profond, donc plus vous allez loin dans le temps. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Pardon. Plus vous allez vers la droite, plus vous êtes proche de nous. Pardon, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une explosion de la concentration en phosphore dans les sédiments de surface, dans toutes ces zones humides. Explosion liée à l'utilisation massive des phosphores dans les lessives et en agriculture. Donc ça va s'arrêter puisqu'on n'a plus de stock de phosphore, donc on va être obligé de se calmer. Mais ça a fait énormément de dégâts aussi. Et ça conduit à l'eutrophisation de la plupart des rivières françaises et européennes. L'eutrophisation, elle était d'autant plus marquée, donc on a fait des corrélations avec l'occupation des terres dans le bassin versant et avec les caractéristiques du sédiment des systèmes alluviaux. Et l'eutrophisation phosphatée, elle était d'autant plus marquée que le bassin versant de la zone humide était occupé par des terres agricoles. Donc quand vous regardez les échelles, on va autour de 1000 ou voire 800 sur l'Ain, alors qu'on monte à 2000, autour de 2000, même jusqu'à 3000 sur la Loue et le Doubs. Donc en fait, plus on a une occupation des terres agricoles, plus l'eutrophisation explose. Et plus le substrat est limono-argileux, plus la zone humide stocke le phosphore. Alors, juste un autre exemple. Donc, les conséquences, c'est l'exemple du Mérathon dans le Doubs. Donc là, ce qu'on a fait ça avec une carpologue, une palynologue, et puis on avait embauché une postdoc, donc Jeanne Oudot-Canaf, sur la biologie moléculaire pour essayer d'avoir l'image la plus complète possible de ce qui s'est passé dans cette zone humide en 150 ans. Donc le Mérathon, c'est un gros méandre du Doubs. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit une eutrophisation progressive de ce méandre qui s'accélère autour des années d'il y a une cinquantaine d'années. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est le pic de Ceratophyllum, d'Emerson, que vous voyez sur toutes les chroniques. Et puis, autour des dernières années, par contre, on voit une oligotrophisation, c'est-à-dire la disparition de cératophiles, ou quasi-disparition de cératophiles dans ce méandre. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit la progression très forte du nénuphar. Nénuphar qui est l'arbre des milieux aquatiques. C'est une espèce dont la biomasse est 1000 à 1500 fois supérieure à la biomasse de la plus grosse plante aquatique. Donc c'est vraiment un arbre. C'est un arbre aquatique, mais c'est un arbre. Et donc, quand on voit la progression de cet arbre, en tout cas des nymphéacées dans les anciens bras, c'est simplement que le bras vieillit, qu'il n'y a plus de dynamique fluviale, il n'y a plus de reprise sédimentaire, et donc le nénuphar colonise. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le vieillissement lié à l'absence de dynamique fluviale et la réoligotrophisation du système liée probablement à une diminution des apports phosphorés dans le système. Alors, à l'échelle des 3 cours d'eau, on a quand même une carte de visite de ces 3 cours d'eau. Je reviendrai à ça plus tard. Donc ici, vous avez la composition floristique des 3 cours d'eau en fonction de leurs caractéristiques sédimentaires et trophiques. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Ain, qui est à gauche, se caractérise par des plantes qui vivent toujours sous l'eau, donc qui n'apparaissent pas en surface de l'eau. Ça, c'est le signe que l'Ain est une rivière oligomésotrophe. Donc, les eaux sont limpides. Les eaux sont froides parce qu'il y a énormément d'apports phréatiques et les eaux sont limpides. C'est une rivière karstique dans laquelle les débits souterrains sont importants et c'est une rivière dans laquelle il y a un corridor alluvial forestier encore très important. Quand vous allez au bord de l'Ain, vous devez traverser une forêt alluviale et des brotteaux pour atteindre la rivière. Ça n'arrive plus sur le Doubs et la Loue la plupart du temps. La Loue un tout petit peu, le Doubs plus du tout. De l'autre côté, donc à l'opposé fonctionnellement, vous avez le Doubs et qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le Doubs des plantes à feuilles flottantes, des petites coalescentes, donc dans les zones les plus perturbées, et puis des plantes flottantes, c'est-à-dire les lentilles d'eau, grosso modo. Il y en a d'autres espèces, mais grosso modo des lentilles d'eau. Ça veut dire quoi? Des plantes non enracinées dans un système aquatique, ça veut dire que le sédiment est anoxique, très riche en nutriments, il n'y a plus d'oxygène, donc on n'a plus de plantes enracinées, les plantes sont à la surface de l'eau. Ça marche très très bien. Vous voyez des plantes flottantes, vous voyez plus de plantes enracinées dans un milieu aquatique, votre milieu est eutrophe et votre sédiment est anoxique. L'anoxie tue les racines. Donc en fait, c'est un signe de l'eutrophisation.
Donc c'est très facile de faire le diagnostic. Donc le Doubs est clairement un système eutrophe plutôt stable, avec beaucoup de plantes à feuilles flottantes de grande taille, donc les nénuphars. Donc il n'y a plus de dynamique fluviale ou presque plus, alors que sur l'Ain, il y en a encore beaucoup. Et puis la Loue, elle est quelque part entre les deux. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la Loue, il y a encore un tout petit peu de mouvement. C'est bon. Et donc, du coup, elle se situe un petit peu entre ces deux extrêmes. Et il y a aussi encore de l'apport phréatique dans cette pauvre rivière qui a beaucoup subi de malheur. Alors, on parle de fonctionnement géomorphologique, ça régit la qualité de l'eau, bien sûr, et la température au travers des eaux souterraines qui vont alimenter les bras morts, les zones humides. Là, je vous montre différentes courbes de thermie. Alors, je vais voir si je suis capable de me servir du petit bidule, là. Ça marche? Yes. Donc ici, alors je vais commencer peut-être par ça. Ça, c'est un bras mort qui est alimenté par la rivière. Donc sa température est calée sur celle de la rivière qui n'est pas présentée ici, mais on a la température de l'air. Ici, ça, c'est un bras mort qui est colmaté. Donc ça veut dire que le sédiment est très fin, donc est très épais. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une température qui descend bas l'hiver et qui monte relativement haut l'été. Et puis ça, c'est un bras mort qui est alimenté par la nappe karstique. Donc on n'a plus de variation thermique. Dans ces systèmes-là, il y a de la végétation toute l'année. En fait, c'est des forêts équatoriales au milieu de nos climats. En fait. C'est-à-dire comme il n'y a plus de variation thermique, il y a de la végétation toute l'année. Ça permet, pour ceux qui font un peu de théorie écologique, ça permet de regarder l'effet des variations thermiques dans le même environnement de référence. C'est-à-dire que dans le même environnement de référence, on a des systèmes complètement stables thermiquement, comme les forêts équatoriales, et on a des systèmes qui varient beaucoup. Et ça permet aussi de démontrer que Grime, que vous connaissez peut-être si vous êtes des botanistes, a dit des grosses bêtises. Voilà. Alors, juste un élément sur l'impact de ces variations thermiques. Donc ici, il n'y a pas Grime qui a dit des grosses bêtises, là c'est Carbinaire. Donc en fait, Carbinaire a dit, on peut utiliser les plantes aquatiques pour identifier la trophie. Donc le niveau d'eutrophisation des systèmes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'ammonium, le phosphate, et j'ai regardé, chaque point c'est une zone humide, j'ai regardé où était l'espèce emblématique de Carbinaire des milieux oligotrophes et où était l'espèce emblématique de Carbinaire des milieux eutrophes. Et quand je regarde les deux paramètres, ça se superpose magnifiquement. Donc déjà, Carbinaire ne faisait pas bien son échantillonnage de qualité des eaux, parce que sinon il aurait vu ça aussi. Par contre, quand j'ai regardé la température, ça c'est la température moyenne et c'est la variation de température, là du coup ça ne se superpose plus du tout. Donc en fait, on a des systèmes qui ont le même niveau d'eutrophisation, mais celle-ci ne s'exprime que si les températures se réchauffent en été. Donc ça va donner quoi? Ça va donner que le réchauffement climatique va permettre au phosphore de s'exprimer en plein dans les milieux aquatiques en provoquant l'expression de l'eutrophisation. Les nutriments sont là, mais ils ne sont pas disponibles parce que les températures sont trop froides. L'expression de l'eutrophisation dans les zones humides. Et le système qui est le plus à risque dans nos secteurs, c'est la Loue et un petit peu plus loin, l'Ain. L'Ain est en grand danger. Alors, dernière chose, avec le changement climatique, on a évidemment une augmentation de la fluctuation des hauteurs d'eau et donc des contraintes majeures. Pour un poisson, il meurt. Pour un invertébré, il a une forte chance de mourir, surtout si c'est un mollusque. Pour une plante, il va y avoir un challenge, qui est un challenge évolutif. Est-ce que la plante est capable de faire des formes autoportantes? L'eau ne peut plus la porter, donc il faut qu'elle se porte toute seule. Donc, est-ce qu'elle est capable de faire des formes autoportantes? Et est-ce qu'elle est capable de retenir l'eau, donc de compenser les phénomènes d'évaporation? Si elle n'est pas capable de le faire, il faut qu'elle meure. Donc, il faut qu'elle produise des semences pendant la mise en place de l'exondation. Ou alors, il faut qu'elle se mette en dormance dans des rhizomes, dans des racines. Ou alors, il faut qu'elle développe une forme plastique différente. Et là, c'est ce que je vous montre là. Vous voyez que ça, c'est le potamogeton natans. Et voilà ce que ça donne en conditions exondées. Et vous voyez que les feuilles ne changent pas de taille. Par contre, il est capable de réduire drastiquement la longueur de ses pétioles pour être capable de supporter l'exondation. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Et ici, qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est Nuphar lutea. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans nos zones humides du Doubs et de la Loue? Eh bien, en fait, ça va dépendre du type de sédiment. Si le sédiment est grossier, donc ici, on a fait des expériences pour regarder l'effet de l'assèchement en fonction du type de sédiment, grossier, limoneux, organique. On a regardé la résistance, c'est-à-dire dans quelle mesure les communautés végétales qui étaient en place avant l'exondation résistaient. Il s'avère que la résistance est d'autant plus mauvaise que le substrat est grossier, on pouvait s'y attendre. Et on a regardé la résilience, et c'est le même topo. C'est-à-dire qu'en fait, les rivières dynamiques, les rivières qui ont des sédiments grossiers, sableux, graveleux,
auront une résilience très faible face aux exondations liées au changement climatique. Par contre, les rivières dans lesquelles le sédiment est plus organique, c'est un peu ce qu'on observe en milieu terrestre aussi, d'ailleurs, auront une résistance un peu meilleure. Et ensuite, bien entendu, si la perturbation est de courte durée, comme ici, donc ça c'est les sécheresses de 2003, les plantes vont tenir. Donc ici, nénuphar exondé. Si, ça c'est moi, c'est incroyable. Si en 98, au bord de Charette, au bord du Doubs. Vous voyez, j'y étais depuis belle lurette, j'étais prédestinée. Ça, c'est Claude Amoros, pour ceux qui le connaissent. Et ça, c'est Hervé Piéguet que vous avez vu hier. Voilà. Il était bébé à l'époque. C'est bébé Piéguet. Et ça, c'est Claude Amoros dans La force de l'âge. Voilà. Et donc ça, c'est le Méronde de Charette, parfaitement sec. Et en fait, donc c'était l'époque de l'incision la plus marquée. Et donc, en fait, quand il s'est remis en eau, vous avez la végétation qui recommence. C'est-à-dire qu'on se base complètement sur la résilience, c'est-à-dire des semences contenues dans la banque. Donc, vous voyez ici ce que ça donne. Ça, c'est Rhinochus peltatus en forme exondée. Ça, c'est une pièce de monnaie. Donc, vous imaginez, ça fait des petites plantes prostrées qui résistent très, très bien. Donc, le réchauffement climatique, je vous l'ai dit tout à l'heure, va provoquer le déplacement des communautés des communautés apparentes de l'oligotrophe vers le trophe. Et donc va favoriser aussi, j'ai toujours du mal à trouver, va favoriser aussi la diminution de la transparence de l'eau par l'augmentation du phytoplancton, augmentation des températures, augmentation du phytoplancton, donc la disparition des plantes submergées au profit des plantes flottantes, et des fluctuations de température qui vont augmenter au fil des saisons, et la disponibilité de l'oxygène et du CO2 dans l'eau qui vont diminuer. On a un dégazage des masses d'eau. Et donc tout ça va favoriser le phytoplancton et les plantes non fixées. Donc grosso modo, l'expression de l'eutrophisation à quantité de nutriments égale. J'ai bien dit ça. Voilà. Et voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on va partir de là. C'est bien joli, on dirait des aquariums. Ça, c'est Charette, toujours l'aval de Charette. Donc on va arriver à ça et probablement assez rapidement à des systèmes comme ça. Et dans les systèmes dans lesquels des fluctuations de hauteur d'onde seront la plus importantes, ça va dépendre complètement de la capacité des plantes à constituer des banques de graines qui vont pouvoir résister à la sec. Voilà. J'arrête là-dessus parce que j'ai fini mon temps, mais si vous posez des questions sur les restaurations, je pourrais dire d'autres choses. Voilà, j'ai d'autres diapos. Bon, merci Gudrun, donc tout à fait passionnant. Eh bien, on a plus que quelques minutes d'ailleurs pour des questions. Silence total, moi j'en ai de toute façon, mais bon, comme d'habitude. Eh bien, alors j'attaque. Dis Gudrun, à un moment donné, tu nous as montré que derrière le cératophile, il y avait tes arbres qui arrivaient, là, les nénuphars, et qu'en même temps, tu avais une oligotrophie qui apparaissait. Oui. Et tu nous dis, c'est peut-être parce qu'il y a moins de nutriments qui arrivent dans la rivière. Est-ce que ça ne peut pas être simplement une captation des nutriments par la biomasse qui est plus grande ? Non. Ce que je pense qu'il se passe, c'est que la disparition des cératophiles est liée à la déconnexion des bras morts de la rivière. Voilà. Et simplement, la rivière étant chargée en nutriments, comme elle ne déborde plus dans les bras morts, ceci se ligotrophise. C'est juste ça, en fait. Compris. Allez, d'autres questions, oui. Il arrive le micro. Un tout petit peu de patience. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, au-delà du problème du réchauffement climatique, le problème des cours d'eau de Franche-Comté, si je comprends bien, c'est l'eutrophisation. C'est un peu tout, en fait. C'est l'endiguement, c'est les aménagements du cours d'eau, l'eutrophisation. Tout agit en synergie, en fait. Ouais. Mais sans eutrophisation, en disant sur un milieu similaire à la Franche-Comté qui n'a pas été pollué, je dirais, parce que eutrophisation, pour moi, c'est pas négatif comme nom, qui n'a pas été pollué, comment il réagirait dans le cadre du réchauffement climatique alors ? Un système non eutrophisé ? Mais en fait, alors, il y a des choses que je ne vous ai pas dit, parce que je n'avais pas le temps, mais en fait, il y a un problème de pente dans tout ça. La géomorphologie, elle est contrôlée par la pente du cours d'eau. Le Doubs, la Loue, mais surtout le Doubs, c'est des rivières à pente faible.
La rivière à la pente la plus faible, c'est la Saône. Elle est plate, on ne sait jamais dans quel sens elle coule, tellement la pente est faible. Donc ces rivières à pente faible, elles vont de toute façon avoir tendance à accumuler du sédiment. Donc elles vont avoir tendance naturellement à être plus riches en nutriments qu'une rivière à pente forte qui va avoir tendance à évacuer le sédiment fin. C'est le sédiment fin qui contient la majeure partie des nutriments. L'eau, elle transite. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, le Doubs, de toute façon, du fait de sa pente relativement faible, aura tendance à être plus chargé en nutriments qu'une rivière à pente forte comme l'Ain. Mais malgré tout, on a dans le Doubs un contexte qui permettrait que la trophie soit bien inférieure à ce qu'elle est actuellement. Et l'incision a probablement provoqué une diminution de la connectivité entre la rivière et les nappes latérales, ou une diminution du débit des nappes latérales, je ne sais pas. Il y a eu une modification fondamentale profonde du fonctionnement hydrologique et géomorphologique du cours d'eau qui fait qu'elle est très eutrophe, vraiment très eutrophe. Voilà. Et c'est pas, je ne pense pas que ce soit naturel vu le contexte. Voilà. Et quand on va sur le plateau, on se rend compte qu'on a des blooms d'algues dans des cours d'eau alpins, enfin de montagne, qui ne devraient pas être là, quoi. C'est pas normal. Donc voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite, le problème du réchauffement climatique, il va agir encore plus, j'allais dire, sur des systèmes de ce type-là que sur des systèmes à pente forte. Et oligotrophes, ça c'est sûr. Mais de toute façon, l'impact, je vous l'ai décrit, il va être relativement colossal. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Disons que contre le réchauffement climatique à l'échelle locale, on ne peut pas faire grand-chose. Contre l'eutrophisation, comme vous dites, oui, on peut faire quelque chose. Alors, pour moi, on peut faire plus de choses actuellement. L'eutrophisation, elle va se résoudre toute seule. Parce que, de toute façon, on ne peut pas maintenir une pression de bétail sur des terroirs sur lesquels il n'y a plus d'eau. Donc, il va y avoir un problème. Enfin, je m'avance peut-être, mais Patrick me contredira. La pression agricole du point de vue bétail sur les terroirs comtois, elle n'est pas tenable avec le changement climatique. Elle n'est pas tenable. Donc, il faut arrêter de bouffer du fromage à tous les repas, parce que c'est sûr, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que la pression agricole, il va falloir aussi qu'on lève le pied. Et ce n'est pas en augmentant en arrosant de nutriments qu'on va résoudre le problème de la carence en eau. Donc là aussi, la pression agricole, elle va se calmer un tout petit peu, forcément. Donc je pense, et le phosphore, on n'en a plus. Donc de toute façon, l'eutrophisation, elle va se résoudre toute seule. Voilà. Par contre, les aménagements... Quand même, pardon ? À moyen terme. Ah, relativement court terme, ça va aller vite. Pour moi, on est déjà dedans. Les agriculteurs, ils freinent les épandages de phosphore. Pourquoi vous croyez que la permaculture, elle va en poupe ? Parce qu'on ne peut plus. On ne peut plus s'offrir le luxe d'avoir une agriculture industrielle. Ils vont se calmer. Ils vont être obligés de se calmer, à mon avis, à très court terme. Mais je suis peut-être trop optimiste. Non, je suis d'accord, d'autant que pour travailler avec la profession agricole, ils en ont conscience, du moins les dirigeants. Donc il y a une vraie réflexion sur le problème de la gestion des effluents, etc. Alors bien sûr, il y a toutes les résistances possibles et imaginables. De la vieille génération, mais les jeunes, ils sont en train de changer. Enfin, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, voilà. C'est qu'à la fois dans les jeunes, il y a des gens qui sont très très productivistes, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne crois pas que c'est ce qu'on enseigne dans les lycées agricoles, non. Mais qui le sont restés, et souvent, je vois au CIGC, ils ont à se battre contre des pulsions de produire encore plus parce que le comté, ça rapporte. Mais bon, je crois aussi qu'il y a une forte prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à mettre des effluents comme ça partout, n'importe comment surtout. Bon, mais c'est pareil, ça va bouger, mais bon, c'est un système compliqué. Est-ce que ça va bouger assez vite ? Est-ce que ça va bouger comme il faut ? J'en sais rien. Une dernière question, oui. Non, je voulais dire à côté de ça, le Varenne de l'eau, il ne va pas tellement dans le sens de l'économie de l'eau. Les agriculteurs, ils ont plutôt cherché à préserver leurs ressources, ou plutôt leurs besoins, que de voir quelle était la véritable ressource. Donc on est encore loin de faire de la permaculture partout et de diminuer la production de manière significative. Absolument. Mais bon, le monde agricole est pareil que les autres mondes, y compris universitaires. C'est-à-dire que les archaïsmes sont des archaïsmes et c'est plus facile d'être conservateur que d'être progressiste. Donc la gestion de l'eau, c'est pareil. Je vois pour le moment dans les prairies, ils sont maintenant à cause des assecs estivaux, ils sont en train de se poser la question des monocultures de raies qu'ils avaient produites, quasiment en prairie. Au prétexte de prairies permanentes. Donc du coup, les questions, le climat en quelque sorte force les questions.
Et ils se disent, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on trouve des prairies qui sont un peu plus diverses, plus résistantes et plus résilientes, etc. Donc les bonnes questions sont posées, les résultats, quand est-ce qu'ils viendront, c'est autre chose. Une dernière question peut-être? Oui. Oui, bonjour. Le drainage agricole, puisque j'en ai encore vu se mettre en place dans la dernière année en bordure de Saône-et-Loire, en bord de la vallée de la Saône, c'est négligeable par rapport à l'absence de pluie ou tout ça? Ou est-ce que malgré tout, ça aggrave la non-alimentation des nappes? Alors, ça a été très, très couru autour d'un siècle, ces systèmes de drainage et de convergence des flux vers le cours d'eau. Je vous avouerai qu'à l'époque, ça a augmenté la charge limoneuse vers les rivières. Parce qu'en fait, ces systèmes de drainage entraînaient pas mal de limon. Les labours étaient profonds. Toutes les particules fines avaient tendance à foutre le camp. Et du coup, à l'époque, oui, ça a dû probablement contribuer à l'exhaussement, à l'augmentation de la charge de fond vers les rivières. Maintenant, aujourd'hui, forcément, ça a un impact. Mais je ne suis pas sûre que ce soit tellement quantifié. Et puis, le problème, c'est que tous ces chenaux sont là depuis très longtemps. Donc, en fait, savoir comment c'était avant, c'est difficile, quoi.